Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-école, l'émission qui vous permet de rester chez vous tout en étant dans les classes. Les professeurs ont repris le chemin des classes, mais avec e-école, tout se facilite parce que l'école se déplace jusqu'à chez vous pour vous permettre de réviser en cette période de pandémie. Nous sommes le mercredi, oui, 27 mars 2020. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de français avec le professeur Ilyassen. Professeur, bonjour. Bonjour, Papa Léoussard. Cours de français, mais sous forme de pratique, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire une sorte de dissertation ou bien traiter un sujet bien défini. Et le sujet est bien visible à l'écran et vous allez l'expliciter. Pourquoi d'abord choisir un sujet? Parce que dans ce contexte actuel ou bien à l'état actuel, c'est mieux de faire la pratique au lieu d'être toujours dans la théorie. Effectivement, vous l'avez dit. Permettez-moi d'abord de m'adresser un peu aux élèves. Oui. Parce qu'il y en a des élèves qui ont tendance à se décourager. Oui. Je veux leur demander tout simplement de rayer justement ce mot dans leur dictionnaire. Et parce pourquoi, qu'être découragé, oui, c'est déjà échouer. Oui, parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'il y aura le bac. Voilà, est-ce qu'on va continuer avec la crise sanitaire qui se passe? Eh bien, ils sont en train de se décourager. Et moi, je veux leur dire tout simplement qu'il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours continuer à viser cette ambition de réussir que vous avez. Également, force et honneur à tous ces enseignants qui saignent pour rejoindre, n'est-ce pas, leur lieu de travail, leur poste. Il faut le dire, ce n'est pas facile. Il faut les encourager également et leur dire vraiment bravo parce qu'ils sont toujours, n'est-ce pas, prêts pour servir leur peuple. Et ce n'est pas fortuit qu'on les appelle les soldats du de la savoir, les soldats de la craie. Justement, ils sont là pour accompagner les élèves, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation. Merci également et félicitations à vous. Effectivement, voilà. Alors, si vous voyez qu'on a choisi ici de faire la pratique, c'est simple parce qu'actuellement, il faut plutôt privilégier, n'est-ce pas, cette pratique-là que la théorie. Les élèves maintenant, après avoir fait des cours sur la poésie et quelques autres même sur le roman, il faut essayer de pratiquer. Et un sujet ouvert là, va nous permettre, avec également de réviser sur la poésie, mais également sur le roman et pourquoi pas même sur le théâtre. Et si vous me le permettez, je vais lire un peu le sujet qui s'affiche à l'écran. Un penseur contemporain disait « Une plume, dès l'instant qu'elle parle aux hommes de son temps, se trahit ». Dans une argumentation structurée, vous montrerez d'abord que l'écrivain se livre dans son œuvre. Ensuite, vous démontrerez pourtant que l'écriture ne serait pas seulement personnelle car l'écrivain peut faire preuve d'altruisme. Enfin, vous direz que malgré toutes ces deux fonctions sont complémentaires. Voilà. C'est un sujet de français et un sujet soumis à la réflexion des élèves que le professeur va décoder d'ailleurs. Justement, parce qu'il faut le dire, la dissertation n'est pas aussi facile que l'on pense. Et il faut s'exercer pour maîtriser, n'est-ce pas, cet exercice-là. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. En même temps, insister sur la méthodologie, encore une fois de plus, de la dissertation. Il faut que l'élève puisse savoir comment, n'est-ce pas, travailler pour arriver à faire une bonne dissertation, surtout pour réussir l'introduction, le développement et la conclusion. En tant qu'élève, la première perception, c'est que le sujet est long. Quand le sujet est long, c'est plus facile. Quand le sujet court, c'est ça? Voilà, c'est ça. Plus le sujet est long, plus le sujet est facile, ça je l'ai toujours dit. Et la plupart du temps, on a tendance à croire que le sujet est long, mais parce qu'il y a la consigne. Je l'ai toujours dit, on a une consigne éclatée. Et cette consigne éclatée nous fournit, n'est-ce pas, beaucoup plus, n'est-ce pas, d'informations sur le sujet. Et permet à l'élève de ne pas faire un hors-sujet. Si vous regardez bien des années avant, vers les années 2000, 1900, 2012, il n'y avait pas ces consignes-là, c'était des consignes vraiment ambiguës. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'avis? Et parfois, l'élève a tendance à dérouter. Et quand vous voyez ce sujet-là, une plume, virgule, dès l'instant qu'elle parle aux hommes de son temps, se trahit. Mais encore clair, hein, le sujet, l'écrivain peut parler, n'est-ce pas, de soi-même ou bien parler d'autres, ne pas parler des hommes et parler d'autres choses. L'esthétique ici est là. Mais quand vous voyez la consigne, mais la consigne nous oriente déjà sur une conception de l'écriture, sur une conception de l'écrivain. Et tout à l'heure, nous allons le décortiquer et montrer encore une fois l'importance de la consigne qui permet d'orienter le travail de l'élève. Et face à un sujet, quel est le premier travail à faire? Justement, c'est ça que nous allons faire. Il faut commencer par l'analyse du sujet. Allez-y. Voilà.
Alors, quand l'élève est devant son sujet, on le dit, il peut lire, hein, c'est normal, hein, on peut lire, n'est-ce pas, pour se familiariser avec le sujet, mais il faut surtout analyser le sujet. Et analyser le sujet, c'est quoi? Il faut encore une fois poser des questions. Quelles sont ces questions que nous allons poser? De quoi parle le sujet? Et je le dis toujours, cette question permet de retrouver ce qu'on appelle le thème. Oui. Le thème du sujet. Alors, le thème, c'est quoi? C'est dont on parle dans le sujet. De quoi parle-t-on ici? Eh bien, vous regardez une plume. C'est vaste, oui. Oui, mais attention, l'élève a fait, n'est-ce pas, a étudié les figures du style. Oui. Est-ce que vous voyez, une plume ici, il s'agit de qui? Oui. On parle ici de l'objet. On a fait une métonymie. Oui. N'est-ce pas? C'est l'écrivain dont on parle. Donc, une plume ici, c'est l'écrivain. D'ailleurs, quand vous regardez la consigne, on nous parle de l'écrivain. Donc, ici, le thème, c'est l'écrivain. Que dit-on? C'est la deuxième question qu'on doit se poser. Que dit-on du thème? On dira que c'est ça qu'on appelle le prédicat. Oui. Que moi, j'appelle encore une fois de plus l'opinion. Ou bien encore ce que j'appelle la pensée du sujet. Alors, que dit-on de l'écrivain? Que dit-on d'une plume? Dès l'instant qu'elle parle aux hommes de son temps, se trahit. Cela voudrait dire alors quoi? Cela voudrait dire que l'écrivain ne doit pas parler des autres, mais l'écrivain doit parler de lui-même. Est-ce que vous voyez? Et déjà, cette analyse-là me permet de comprendre le sujet. Oui. Voilà. Oui. Donc, opinion, n'est-ce pas? Dès l'instant qu'il parle, et je vais directement à la reformulation, Oui, ça va être plus rapide. Donc, l'écrivain doit parler à qui? Mais doit parler à lui, à lui-même. Donc, il doit parler de soi-même. C'est quelqu'un qui se livre. L'écrivain, c'est quelqu'un qui se confesse. C'est quelqu'un qui se confesse, c'est quelqu'un qui se confie. Voilà. Donc, il parle de soi-même, il parle de ses sentiments, il parle de son fort intérieur, il se livre, n'est-ce pas, à une expérience personnelle. Oui. Et justement, c'est ça que nous allons retrouver. Maintenant que j'ai compris mon sujet, maintenant que j'ai travaillé l'opinion, il faudrait savoir maintenant ce que l'on me demande. Que me demande, donc, troisième question, qui me permet de retrouver ce qu'on appelle le plan. Le plan. Pour retrouver le plan, il faut surtout analyser la consigne que nous avons. Alors, on dit dans une argumentation structurée, et ça, c'est très important. Pourquoi? Justement, parce qu'il y a une méthodologie, Oui. justement, parce qu'il y a une organisation. Il faut le dire, la dissertation n'est pas un exercice de narration, mais plutôt un exercice de réflexion, de structuration. Oui. Justement, voilà pourquoi on dit dans une argumentation structurée. Pourquoi? Parce que notre développement doit être organisé. Alors, vous montrerez d'abord, c'est d'abord qui nous montre que quelle sera la première partie Oui. de ma dissertation. Oui. Alors, donc, plan, on dit première partie, parce qu'on nous a dit d'abord, première partie. Eh bien, L'écrivain se livre dans son œuvre. ok, juste, vous voyez, l'écrivain se livre dans son œuvre. Mais attention, l'élève ne doit pas aimer la facilité. L'élève ne doit pas recopier justement la consigne. Oui. L'élève a le droit et le devoir de reformuler la consigne. L'écrivain se livre dans son œuvre. Cela veut dire quoi? Que l'écrivain parle de ses sentiments dans son œuvre. Que l'écrivain dévoile, n'est-ce pas, son fort intérieur, Se confesse. et donc se confesse, Oui. et donc se confie. Donc dans la première partie, je vais montrer que l'écrivain se confesse. Il parle de lui-même. Oui. Et l'écriture, dans ce cas-là, devient Oui. personnelle. Vous voyez? Et ça, c'est d'abord. Après d'abord, qu'est-ce que nous avons? Ensuite, c'est la deuxième partie. Voilà. La deuxième partie. Ensuite, et vous voyez, les rotations que je fais, c'est la même chose que l'élève doit se comporter quand il est devant le sujet et sa copie. Et Vous voyez? le brouillon. Et le brouillon, Oui. justement, et Oui. d'où l'importance du brouillon. Oui, c'est- Le brouillon est très important. Il y a des élèves qui, dès l'instant qu'ils lisent le sujet, se disent, n'est-ce pas, satisfaits de cette compréhension et se jettent déjà à l'introduction. Ceci n'est pas bien, il faut toujours analyser le sujet. Parce que si vous avez compris votre sujet, et c'est là que vous allez vraiment réussir votre travail sur la dissertation. Alors on dit ensuite, vous démontrerez pourtant que l'écriture ne serait pas seulement personnelle, car l'écrivain peut faire preuve
d'altruisme. Le mot altruisme, il est important. Altruisme, il est très important. Altruisme, caractère de penser aux autres. N'est-ce pas ce qu'on nous dit dans le sujet? Que s'il parle aux autres, il se trahit. Non, on va dire que non. L'écrivain peut ne pas se trahir. Et l'écriture est appelée également à être pour les autres. J'écris par et pour autrui, nous dit qui Jean-Paul Sartre. Vous voyez, autrui, altruisme. Donc, il faut le dire, l'écrivain peut ne pas être personnel, mais également choisi d'écrire pour les autres. Et c'est ça que nous allons montrer dans la deuxième partie. L'écrivain peut écrire pour les autres. C'est ça qu'on appelle l'écriture altruiste, que d'aucuns appellent également une écriture engagée, si vous voulez, et qu'on va mettre entre guillemets, si vous voulez. Et donc, alors, enfin, c'est ça la troisième partie. Et vous voyez, ces connecteurs logiques-là sont alors très importants et très pertinents parce qu'ils me permettent déjà de structurer mon travail d'abord, ensuite, enfin, et enfin, c'est la troisième partie. Ces deux fonctions, elles sont complémentaires. Bien sûr. Et troisième partie, il faut dépasser. Après avoir montré que l'écrivain se confesse, nous avons montré une autre conception. Et là, nous l'avons dit l'autre jour, ce n'est pas forcément un contraire. Ce n'est pas simplement le contraire. Mais c'est montrer également que l'écrivain peut faire autre chose que se confesser. Et donc, ça veut dire quoi? Parler aux autres. Mais on va montrer également que même en se confessant, il a l'impression de parler aux autres. On va montrer que même quand il parle aux autres, il a l'impression qu'il parle de soi. De soi-même. C'est le jeu qui se fragmente, qui s'éclate. Justement, c'est ce qu'on appelait le jeu collectif, le moi universel. Vous voyez, et c'est ça que nous allons montrer dans la troisième partie, la synthèse. Et donc, vous verrez qu'ici, nous avons ce qu'on appelle un plan dialectique. Et un plan dialectique est composé d'une thèse, d'une antithèse et d'une synthèse. Naturellement, l'ordre n'est pas figé. On peut également commencer par une antithèse, n'est-ce pas, une thèse et une synthèse. On peut même commencer par une synthèse. Ça dépend du sujet, parce que c'est la consigne qui vous oriente. Vous allez faire tout ce que la consigne vous demande de faire. Il ne faut pas faire autre chose que la consigne, sinon vous passez à côté du sujet. C'est vrai. Alors donc, nous allons le montrer. Enfin, vous direz que malgré tout, ces deux fonctions sont complémentaires. Et c'est justement pour montrer ici que les deux fonctions ne s'excluent pas. Bon, les deux fonctions attribuées à qui? Bien sûr, attribuées à l'écrivain. Les deux fonctions ne s'excluent pas. Ne s'excluent pas. Ou bien encore, ne s'excluent guère. Voilà. Vous voyez? Alors, nous avons fini d'analyser notre sujet. Et cette analyse est encore importante. Voilà. Importante. Pourquoi? Justement parce que c'est elle maintenant qui va orienter mon travail. Je vais me baser sur ce travail-là pour commencer à rédiger mon introduction, à rédiger mon développement et à rédiger la conclusion. Et en résumé, revenir un peu sur le travail que vous aviez fait, qui est le travail en amont, mais qui est important pour traiter l'analyse. Oui, c'est tellement important et je dis à mes élèves que quand vous êtes devant un sujet, commencez par faire ce qu'on appelle le top. C'est ça qui va vous permettre d'être au top de votre sujet. Si vous avez bien vu notre analyse, T, O, P. Mais quand vous travaillez, si vous voulez être au top, et bien sûr, c'est de respecter les consignes, de faire tout ce que l'on vous demande. Ainsi, quand vous êtes au top de votre sujet, vous pouvez maintenant commencer votre travail. Naturellement, l'élève est en mesure de savoir que dans une dissertation, nous avons 3 grandes parties. Et on commence d'abord par l'introduction. Mais encore une fois, l'élève doit savoir comment on fait une bonne introduction. Une partie extrêmement importante, capitale. Très importante, je l'ai toujours dit, parce qu'étant la première partie, parce qu'étant le premier contact entre le professeur et l'élève. Justement, et si ce premier contact, n'est-ce pas, ne passe pas, je peux dire, le professeur n'a pas envie de continuer la lecture de votre devoir. Et si on connaît les coulisses de la correction, les charges, etc., parfois les professeurs n'ont pas le temps de lire tout le travail. Jeter tout simplement un coup d'œil dans l'introduction pour savoir la fin. C'est possible. Effectivement, et il y a des professeurs qui corrigent comme ça, parce que l'introduction annonce ce qui va suivre. Vrai, si déjà dans l'introduction, n'est-ce pas, vous passez à côté, et il saura très bien que dans le développement, il ne va pas trouver ce qu'il cherche.
Et dans ce cas-là, il y en a des fois qui vont faire une introduction, une correction très rapide. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'élève est déjà passé à côté dans l'introduction. Mais ceci ne voudrait, parce qu'il n'y a pas que la compréhension du sujet que l'on corrige dans un devoir, encore une fois de plus. Moi, quand je corrige, eh bien, je corrige toute la copie. Il m'arrive même parfois de voir l'état de la copie que vous voyez, si c'est déchiré en bas ou pas. Moi, je regarde tout, parce que parfois, ça montre le comportement même de l'élève. C'est vrai. Vous pouvez, à travers, n'est-ce pas, la copie, connaître la psychologie de... Ah oui, c'est justement ça. Alors voilà pourquoi je dis à mes élèves qu'il faut travailler et le fond et la forme. Oui. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors donc c'est ça. Et quand vous avez cet élément-là, le top, il est très facile donc de faire une introduction. Pourquoi? Parce que justement, vous avez compris le sujet. Et parfois même, dans l'opinion, vous pouvez, après avoir reformulé, déjà parler de la problématique. Qu'est-ce que la problématique ici? C'est de pouvoir montrer les limites de la pensée. Parce que nous le savons, l'absolu n'existe pas. Et dans ce cas-là, il faut montrer que s'il est vrai que l'écrivain parle de lui-même, s'il est vrai que l'écrivain écrit pour soi-même, se confesse et se confie, il n'en demeure pas moins que l'écrivain également peut écrire pour les autres, que l'écrivain également pense aux autres pour montrer son caractère altruiste. Et professeur, l'introduction doit être originale. J'insiste parce que l'amorce des élèves est généralement mécanique. Ici, on parle de plume, on parle de l'écrivain, mais 50-60% des élèves vont commencer par une définition de la littérature. Alors, la littérature est l'ensemble, etc., des définitions que l'on trouve partout. Mais si vous voulez, quand nous allons aborder l'introduction, mais nous allons le faire étape par étape. Nous pouvons même aujourd'hui ne faire que l'introduction. Vous voyez, et justement, si vous voulez. Alors donc, voilà, justement, et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est une partie capitale pour les élèves, mais les élèves pêchent beaucoup dans l'introduction, et l'introduction, celui qui fait un mauvais départ ne peut pas faire une bonne arrivée, ça c'est sûr. Effectivement. Et donc, après ce travail-là qu'on appelle le top, eh bien, l'élève va essayer de faire l'introduction. Comme son nom l'indique, l'introduction introduit. Donc, l'élève doit commencer. Et on nous dit que l'introduction, n'est-ce pas, c'est combien de parties? 3 grandes parties. On dit amener le sujet. Encore une fois que je vais montrer d'autres parler d'amorce, amener le sujet, poser la problématique. Et annoncer le plan. Et il y a déjà les 4 heures qui savent la méthodologie. Et déjà, si vous regardez bien, nous allons parler que de l'introduction. Si vous regardez bien, on peut rester ici 45 minutes à travailler que l'introduction. Ou encore même à travailler que l'analyse du sujet. Et là également, je vais parler de tous ces élèves-là qui, en 15 minutes, ont déjà servi leur introduction. Et moi, je ne sais pas comment ils font. Alors, regardez, quand on dit amener le sujet, mais le mot n'est pas approprié. Oui, on dit amener le sujet, mais qu'est-ce qu'il faut amener alors? S'agit-il de prendre le sujet et de l'amener quelque part, d'un lieu à un autre? Je ne pense pas. Il s'agit ici d'une entrée en matière. Il s'agit ici de ce qu'on appelle une amorce. Voilà. Demande à l'élève de faire une amorce. C'est quoi une amorce? C'est déjà retrouver un contexte. Parce qu'ici, il n'y a pas de contexte. Mais retrouver un contexte où on pourrait ranger alors cette pensée-là. Et les élèves ont tendance parfois à toujours commencer du général au particulier. C'est bien, c'est ce que j'appelle moi la méthode GP. Aller du général au particulier. Cela se fait parce que quand on dit une plume, on parle ici de l'écrivain. On est dans le domaine de la littérature. L'élève également peut, n'est-ce pas, définir ce qu'on appelle la littérature. Mais comment alors? Parce que la définition, on a tendance à voir dans les copies des élèves. Mais ce sont la littérature et l'ensemble des œuvres écrites orales produites dans un siècle. Mais pourquoi pas montrer que la littérature est d'abord un art de la créativité? Parce que la littérature est d'abord création. Mais un art de la créativité, n'est-ce pas, qui cherche à émouvoir, n'est-ce pas? Un art qui cherche à plaire, mais un art qui a un but également esthétique. On peut en parler. Et là, vous êtes dans le général. Maintenant, vous allez vers le particulier. Ce qui va nous permettre de ranger ces propos-là. Cet art qu'est la littérature.
qu'est-ce qu'on a tendance à en faire? Cette littérature, parfois, nous permet d'exprimer nos propres sentiments. Et quand maintenant vous montrez que cette littérature-là est personnelle, que cette littérature-là permet à l'écrivain de se confesser, de parler de son fort intérieur, vous êtes maintenant dans le sujet. Et surtout, quand on est dans le domaine de la littérature, on demande aux élèves d'être à l'aise avec les mots, parce que la littérature, d'abord, c'est un jeu de mots. Justement. Ici, par exemple, on parle une plume, c'est d'abord personnel. Déjà, on dit une plume, c'est personnel. L'écriture a une vocation personnelle. Justement, oui. Et là, les élèves doivent le comprendre parce que les connaissances également sont là. Oui. Est-ce que vous voyez? Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas que cette méthode. Et c'est là où les élèves, n'est-ce pas, se trompent. Il n'y a pas que cette méthode partie du général au particulier. On peut bel et bien faire une amorce en partant d'une citation. C'est vrai. D'une citation cohérente, d'une citation adéquate. Oui, c'est vrai. Et là, je peux déjà convoquer un poète romantique qui également prend sa plume pour se confesser, prend sa plume pour parler de ses sentiments. Et justement, c'est qui? On peut parler de Alfred de Musset, n'est-ce pas, qui dit quoi? Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Cela montre alors que Alfred de Musset s'inspire de soi-même et écrit pour soi-même. On peut également prendre un autre poète romantique toujours, c'est Lamartine. Et Lamartine le dit très clairement. Je peux passer par une citation, n'est-ce pas? Et Lamartine le dit dans Méditation poétique, dans la préface, je n'imitais plus personne, j'ai m'exprimé moi-même pour moi-même. Ce n'était pas un art, c'est un soulagement de mon cœur qui se berçait de ses propres sanglots. Et vous voyez, il dit quoi? Je m'exprimais moi-même. Pour qui? Pour moi-même. Oui. Donc voici quelqu'un qui écrit pour lui. Donc pour lui, écrire pour les autres, c'est se trahir. L'écriture, pour eux, est purement personnelle. Je passe par cette citation de Lamartine, je passe par cette citation de Alfred de Musset, par des citations même de Montaigne. Montaigne qui disait quoi? Lecteur, virgule, je suis moi-même la matière de mon livre. C'est quelqu'un donc qui s'inspire de soi. Il écrit pour soi-même, il écrit pour se livrer, pour se confesser. Et nous allons le voir dans la première partie. Ce sont ces écrivains-là que vous allez convoquer, qu'on appelle les écrivains du mois, qu'on appelle des écrivains lyriques, d'autres des romanciers du mois, ou bien même des poètes romantiques. C'est cela que vous allez convoquer pour montrer que l'écriture est purement personnelle dans ce cas-là. Et donc, vous voyez, on peut même également adopter une autre amorce qui n'est ni partie du général au particulier, ni, n'est-ce pas, la citation, mais également retrouver ce qu'on appelle le paradoxe. Nous le savons, et je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une vérité absolue. Oui. Pour ce penseur contemporain, écrire pour les autres, c'est se trahir. D'autres n'acceptent pas cette conception de l'écrivain. Pour les autres, quelqu'un comme Jean-Paul Sartre dira que l'écrivain est lié à son époque. Oui. L'écrivain doit parler écrire pour les autres. Et donc, si on met côte à côte ces deux conceptions-là, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un élément paradoxal. Tout est question de création, d'originalité. Justement, il faut que les élèves puissent savoir qu'il n'y a pas qu'une seule forme, n'est-ce pas, pour amener le sujet. Il y en a plusieurs. On peut même amener le sujet par une logique. Et c'est normal, on peut passer par la logique. Quelle logique? Mais la logique du sujet que vous avez, c'est tout simplement parler de l'écriture qui est personnelle, et avec maintenant des phrases justes et correctes. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc il faut faire l'amorce, et quand vous faites l'amorce du sujet, vous pouvez en même temps poser le sujet. On le dit parfois, poser le sujet. Et voilà pourquoi on dit parfois amener le sujet. Parce qu'on demande à l'élève, n'est-ce pas, de recopier le sujet, ce qui est mis entre guillemets. Parce que vous voyez. Et on lui dit aussi que si c'est long, on peut passer directement à la reformulation. Mais ce qui est important, c'est surtout également la problématique. Des élèves me posent la question, monsieur, est-ce que nous sommes forcés? Est-ce c'est une obligation de faire la problématique? Mais bien sûr, parce que n'importe quelle pensée qu'on peut avoir, il y aura toujours une problématique. Sinon, le sujet n'aurait pas de sens. C'est vrai. Toujours une problématique. Et quelle est cette problématique-là? C'est que l'écriture n'est pas seulement personnel. C'est que l'écriture peut être autre chose que l'écriture, alors peut être altruiste. Pourquoi? Parce que l'écrivain, n'est-ce pas, est lié à son époque, et parce que l'écrivain doit parler de son époque, il doit parler pour les autres hommes. Et je pense bien que c'est Paul Éluard qui le dit. Paul Éluard qui dit, le temps est venu où les poètes ont le droit et le devoir de soutenir qu'ils sont profondément enfoncés dans la vie des autres, dans la vie commune. Vous voyez, il est enfoncé dans la vie des autres, donc il est appelé à écrire, à servir son peuple. Et c'est ça qu'il faut montrer dans la problématique, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et donc ensuite, il faut annoncer
le plan. Et d'ailleurs, le plan qui est déjà annoncé, la le plan qui est déjà annoncé, la seule chose que l'élève doit faire, c'est de comprendre ce plan-là, mais également être à mesure de... Et il y a un élève d'ailleurs qui posait la question, est-ce qu'ils sont dans l'obligation de copier la consigne ou bien de réécrire, de dire autrement ce que la consigne dit. Voilà, merci beaucoup d'ailleurs pour parler de ça. Les élèves aiment la facilité, il faut le dire. Hein. C'est très facile de faire un coupé-collé. Mais dans ce cas-là, vous n'avez pas de mérite. C'est vrai. Vous n'impressionnez pas le correcteur. Dans ce cas, il faut comprendre ce qui est ici et justement être à mesure de réécrire. Il faut reformuler la consigne. Mais attention, sans trahir la consigne cette fois-ci. Voilà, donc vous devez montrer que vous avez compris, mais également avec vos mots propres, vous allez, n'est-ce pas, élaborer votre plan, mais tout en respectant la consigne qui est là. Alors, dans ce cas-là, l'élève peut faire, et bien sûr, une introduction avec les étapes qu'il faut. Encore une fois, il faut le dire, je me soucie de la forme. Quand vous avez une introduction, je vous assure que l'introduction, c'est un seul paragraphe, n'est-ce pas? C'est un paragraphe compact. Il ne faut pas aller à la ligne, parfois on le dit. Et donc, quand vous commencez l'introduction, parce que c'est un paragraphe, il faut commencer par décaler de 3 carreaux, ce qu'on appelle l'alinéa. Il faut faire des alinéas. Ça permet toujours de voir, n'est-ce pas, à première vue, le paragraphe qu'est l'introduction. Et cet alinéa va être continué dans le développement jusqu'à la conclusion. Voilà. Alors donc, si nous avons fait notre introduction, amené le sujet, posé la problématique, annoncé le plan, on peut également, à partir de ce plan-là, faire notre développement. Vous voyez, donc il n'y a pas de partie, n'est-ce pas, séparée. Ce n'est pas parce que j'ai terminé l'introduction que je peux tourner la page et oublier mon introduction. Il faut savoir qu'il faut parler, n'est-ce pas, du plan. Vous avez élaboré un plan, c'est ce plan-là que vous allez suivre. C'est ce plan-là que vous avez dans la consigne. Et donc, vous commencez votre développement. Et ça, il faut le dire, quand vous commencez votre développement, vous l'aviez dit, que vous allez commencer par quoi? Par la première partie, qui est de montrer que l'écrivain est personnel, qui est de montrer que l'écrivain se confesse. Alors, quand tu dis première partie, l'écrivain se confesse. La recherche des idées. Qui sont ces écrivains-là qui, dans leurs œuvres, parlent de leur propre personne? Qui sont ces écrivains-là qui parlent de leurs sentiments, qui se livrent et se confessent? On le dit. Waxu jambour du wax, boy wax, waxal sa wax. Et ça, il faut le comprendre. C'est justement quels sont ces écrivains-là? Ce sont les poètes romantique. Et ça pourrait être ce qu'on appelle une première sous-partie. La première sous-partie de ma première partie. Les poètes romantiques ou encore d'autres, parce qu'on a dit l'écrivain. Papa Léo, l'écrivain n'est pas simplement un poète. C'est ça. L'écrivain également peut être un romancier. L'élève a la palette large, très large. Justement. Et donc dans ce cas-là, je peux aussi convoquer ce qu'on appelle les romanciers autobiographiques. Et que l'on trouve justement les romanciers Jean-Jacques Rousseau, voilà, les Confessions d'ailleurs. Ce que d'autres appellent les romanciers du moi. Oui. Vous voyez, ce sont des écrivains qui se confessent, ce sont des écrivains qui parlent, n'est-ce pas, de leurs sentiments, qui puisent dans leur expérience de la vie. Oui. Et là, voyez les poètes romantiques. Mais quel écrivain, quel élève ne peut, n'est-ce pas, montrer à partir de là que l'écriture est personnelle. Ça s'apprend en classe de première. D'ailleurs, nous avons fait l'autre jour un cours sur le romantisme. Et nous étions en train de dire que c'était également important pour les élèves de terminale. Vous voyez. Et donc ici, les romanciers autobiographiques, la même chose. Regardez ici, on peut donner un exemple, Jean-Jacques Rousseau, les Confessions. Mais également, pensons à qui? Pensons à Camara Laye, qui a écrit L'Enfant Noir. Oui, c'est vrai. Et là, justement pour l'histoire, L'Enfant Noir, Camara Laye l'a écrit à une époque coloniale. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est pour faire un clin d'œil à la deuxième partie. Un écrivain, un romancier camerounais qu'on appelle Mongo Betty, de son vrai nom Alexandre Didi, n'est-ce pas, est fâché contre Camara Laye. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, l'époque coloniale battait son plein. À ce moment-là, la colonisation, n'est-ce pas, était là. Et comment Camara Laye, à ce moment-là, peut écrire et parler de soi-même et ignorer totalement la colonisation? Et ça, c'est un clin d'œil pour la deuxième partie.
Et c'est le même procès qu'on a fait pour l'œuvre Karim Karim Ousmane Socé, écrit dans la première partie. Professeur, malheureusement, c'est la fin de ce cours. Nous allons continuer le développement pour les prochains cours. Nous aurons largement le temps. Et merci beaucoup pour votre pédagogie qui n'est pas contaminée du tout. Ça reste la même. Heureusement. Qui n'est pas contaminée. Justement, alors vous savez, quand il y a 30 minutes qui n'est pas assez pour faire ceci, et que vous voyez des élèves pour faire une dissertation, n'est-ce pas, terminent bien avant l'heure, vraiment c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans un sujet, il faut toujours, n'est-ce pas, analyser, n'est-ce pas, négocier, il faut le dire, négocier avec le sujet pour voir quels sont, et faire une sélection pour voir quels sont les exemples, quelles sont les idées les plus pertinentes qui vont le mieux pour le sujet que j'ai notamment. Et d'ailleurs, si on donne 4 heures de temps, c'est pas pour rien. 4 minutes, c'est pas 40 minutes, donc c'est le temps assis pour faire une bonne dissertation. En tout cas, merci. Merci également, chers élèves, chers apprenants, d'être toujours fidèles à votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. E-École sera là pour vous accompagner à réviser en cette période de pandémie. Rendez-vous demain pour un autre numéro.